les anciens coéquipiers, Anthony, de Seredi, savaient aussi où le piquer pour le faire craquer. Ça, c'était aussi sans doute une volonté des Ballois. Je sais pas du tout. Moi, personnellement, je joue contre mon ancienne équipe. C'est des amis, c'est des coéquipiers, voilà. Peut-être que j'aurais pas réagi comme ça. Bon, c'est plus facile de dire en plateau, etc. Mais sur le terrain, à chaud, etc., quand on joue contre notre ancienne équipe, c'est différent. Après, voilà, comme on l'a dit avant, c'est impardonnable. Il doit pas faire ça, même si... je sais pas qu'est-ce qu'il a pu lui dire. C'est peut-être des insultes, je sais pas. Il y avait aussi cette polémique d'un éventuel gentleman agreement entre les deux clubs, entre Xamax et IB. On en avait beaucoup parlé, hein, la presse en a fait état, jouera pas. Il aurait fallu éviter de le faire jouer, Alain Rochard. Moi, personnellement, j'ai jamais compris justement les clubs qui prêtent des joueurs. Pourquoi c'est pas d'office que ce joueur-là, il n'a pas le droit de jouer. Alors c'est la Ligue qui l'interdit depuis 2015. Hein. Ça ne doit plus être stipulé dans les contrats. D'accord, mais je trouve que c'est aberrant. Je trouve qu'il y a eu 2-3 exemples où un joueur jouait contre l'équipe qui se battait contre la relégation. Je prends l'exemple avec le FC Zurich, Sadikou, qui est prêté à Vaduz, je pense, et qui marque le but décisif qui coule finalement le club dans lequel il doit retourner à la fin de la saison. Donc pour moi, c'est vraiment aberrant. L'objectif de se faire prêter quelqu'un, c'est d'avoir un renfort. Oui, mais pas contre sa propre équipe qui prête le joueur. Je veux bien il faut qu'il ait du temps de jeu, mais c'est pour... la saison, en préparation de la saison suivante, parce que peut-être cette saison, les places sont prises, mais on sait comment ça va après les saisons. Donc, il y a les transferts, etc. Donc, c'est vraiment pour le maintenir en forme et lui donner du temps de jeu, plus que pour essayer qu'il coule le club. Bon, Xamax ne va pas couler balle, hein, ça c'est certain. Vous êtes d'accord avec le fait qu'un joueur prêté, oui, d'accord? Entièrement d'accord. Florent May? Moi, moins, parce qu'une fois qu'on le prête, le contrat c'est le prêt. On a cette culture dans le hockey sur glace où les joueurs passent d'un club à l'autre, même pendant la saison. En football, apparemment, c'est plus compliqué d'accepter qu'un des siens fasse couler son écusson. Alain, un avis sur la question? Oui, moi je pense aussi que du moment qu'un joueur est prêté, c'est qu'on ne compte pas sur ce joueur. Donc c'est aussi quelque part le mettre sur une voie de garage ou justement le faire jouer pour qu'il revienne chez nous dans de meilleures dispositions. Donc on prend aussi le risque qu'il soit performant contre nous. Moi ça ne me dérange pas. La sanction, elle est tombée aujourd'hui. Hein. La SFL l'a annoncé dans l'après-midi. Ce sera 3 matchs de suspension. Vous trouvez ça sévère ou pas? Moi je crois que c'est proportionné. Le président demandait 2 matchs. Il va faire apparemment recours. Parce que ces 3 matchs, déjà dans la communication, de demander avant plus ou moins la sanction qu'on aimerait avoir, je ne pense pas que c'est la meilleure façon de séduire la commission d'arbitrage, mais ça me paraît proportionné. C'était 8 matchs, je crois, pour la gifle. Absolument. 3 matchs. Bon, là aussi, Widmer en rajoute, mais si c'est voie de fait dans le rapport de l'arbitre, c'est clair que 2 matchs, c'est pas possible de mettre. Ces provocations, ces voies de fait, de faire recours, ça aurait un effet peut-être suspensif pour le derby. C'est ce que nous expliquait hier Christian Bingli. C'est ce qu'il voudrait évidemment pour être opposé avec Seredi au FC Sion. C'est pas aussi un petit peu dangereux de faire recours dans la mesure où il y a peut-être aussi récidive et c'est réévalué peut-être de manière encore plus sévère? Moi, personnellement, je trouve qu'au vu des images... Après, de nouveau, on analyse que ce qu'on voit, on ne sait pas ce qui a été dit, on ne sait pas vraiment dans quelle situation personnelle se situait Seredi, mais dans ce qu'on voit dans les images, si on veut être objectif par rapport à ce qui s'est passé, c'est juste. Il n'y a pas, pour moi, de recours à faire parce que les images, elles sont très, très parlantes. Disons que Christian Bingli a intérêt à avoir de très, très bons arguments pour espérer descendre cette sentence à 2 matchs de suspension. Si vous prenez rouge direct, c'est automatiquement 2 matchs. Donc là, si c'est voie de fait, même qu'il y a eu provocation ou pas, vous ne pouvez pas avoir 2 matchs. Maintenant, récidive, je viens de le dire tout à l'heure, sa dernière expulsion, elle date de 2012. Donc récidive, je ne suis pas certain que ce sera un argument qui pourrait aggraver le dossier de Seredi. Mais il faut vraiment que Xamax ait des bons arguments pour descendre à 2, à mon sens. Mais ça met vraiment le club maintenant dans la panade, parce qu'on l'a vu sur les premiers matchs depuis l'ère en chaud. Il a été proactif, Seredi, il a gratté des ballons, il s'est fait l'auteur d'une passe décisive, d'un but. Maintenant, il va falloir composer sans lui. C'est quand même une sacrée tuile. Un vrai renfort. Il y a une colonne vertébrale, il y a Walter dans les buts, Seredi leader sur le terrain, mais aussi, j'imagine, dans le vestiaire. C'est une personnalité, Seredi. Il s'entendait bien apparemment aussi avec Nuzzolo. Là, pendant 3 matchs, c'est mis en veille, mais
ça fait mal. 3 matchs, c'est beaucoup. Ouais, ça va refroidir aussi les rapports peut-être dans l'équipe. Parce que les coéquipiers, là, quand ils le voient avoir ce geste, retour dans les vestiaires, on imagine que c'était pas très... Bon, ils le connaissent aussi, enfin, ils savent par quoi il est passé, ils savent. Mais là, de nouveau, si on sent qu'il est déjà dans une situation personnelle plutôt délicate, quel intérêt de le faire jouer si on sait qu'il est peut-être plus fragile dans la tête. Donc voilà, mais après, je doute pas non plus. Je n'essaie pas de vraiment lui jeter la pierre. C'est vrai que les provocations, elles font partie du foot et c'est dommage. Mais Et on a vu les plus grands craquer. on a vu Zidane Materazzi Voilà. est un exemple. On en reparle dans un instant des grands qui craquent. Je voulais juste avoir votre avis encore, Anthony, sur peut-être... Est-ce que ça va couper Xamax dans son élan? Là, c'était Bâle. Bon, on a vu qu'ils étaient clairement plus forts. Hein. C'était un test important. Ouais. Mais après ces victoires contre Lucerne et contre Grasshopper, de perdre Serredier, ça va les couper? C'est peut-être la grinta qui va leur manquer. Déjà au début de saison, quand Serredier n'était pas encore à Neuch, c'est un peu la grinta qui manquait, je trouvais, sur les matchs que Neuchâtel jouait. Donc ouais, Serredier avait amené ça. On sait comme il a un grand cœur sur le terrain, un grand cœur en dehors du terrain. Après, si ça va manquer ou pas, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont encore se dire, allez, on joue peut-être pour Serredier qui a perdu quelqu'un de sa famille, etc. Donc je ne sais pas. Moi, c'est là où ça me dérange. Si c'était son excès d'engagement sur le terrain qui lui avait valu 2 jaunes, parce que il y a tout qui s'enchaîne, c'est les anciens coéquipiers, il y a la provocation, on veut faire quelque chose, on veut sortir Xamax de la mauvaise situation. Ok, tu prends un match de suspension, bon, on dit la prochaine fois va un peu moins fort. Mais là, on peut pas se permettre des gestes comme ça en sachant qu'on pénalise vraiment parce que, comme on le dit, il était vraiment important dans le cœur du jeu de Neuchâtel Xamax. Bon, des grands qui craquent, vous l'avez dit, Alain Rohrbach, c'est pas le seul, hein, on en a déjà vu d'autres. On va clore ce dossier peut-être avec un petit peu de légèreté, si vous êtes d'accord, messieurs. On va faire un petit quiz, si vous êtes d'accord de jouer avec nous. Vous aussi, chez vous, vous jouez avec nous. Jingle. Bon, vous répondez quand vous l'avez. On commence avec une facile. Lorsque je craque, mon coup de sang n'est pas visible en direct par les téléspectateurs. Je dispute un match capital en Allemagne. Je suis trop facile. Zinedine Zidane, vous l'aviez dit. On n'attend pas à la fin de la question. On le dit quand on l'a. On commence tout de suite par le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, ouais, c'est ça. 4 750 € d'amende, Zidane. Sa victime avait mal parlé de sa sœur et de sa maman. Là aussi, on sait où titiller, on sait quoi dire pour énerver le joueur. Sa suspension, qui n'avait finalement aucune conséquence, c'était le dernier match de sa carrière. C'était bien sûr en finale de la Coupe du Monde 2006, sur le thorax de Materazzi, ce fameux coup de boule sur le CV parce que probablement là que la France ça avait fait beaucoup polémiquer, hein. On avait dit c'est pas un bon exemple pour les enfants qui étaient tous devant leur télévision. Tout le monde s'en souvient. Vous aviez quel âge, Anthony, en 2006? En 2006, je suis de 1991, donc j'avais 17 ans. Ça vous a inspiré à mettre des coups de boule après dans le foot? Ouais, j'ai voulu arrêter le foot et me mettre à la boxe, non, mais... C'est vrai. Voilà, j'étais déjà dans le foot depuis un petit moment, donc je sais que c'était pas des choses à faire. Vous l'aviez excusé, vous, parce que c'est quand même Zidane, c'est une aura spéciale, c'est pas Serredier, c'est Zinedine Zidane. On l'a peut-être excusé parce qu'on n'est pas français. mais à part ça, c'est un dossier en termes de communication qui est assez incroyable, parce que le temps efface beaucoup de choses. Il est redevenu très très vite l'idole des Français, alors que là, en 2006, en l'occurrence, ça fait 13 ans déjà, mais... Ouais, je connais quand même beaucoup d'amis français qui l'avaient mauvaise parce qu'avec Zidane jusqu'au tir au but, ils auraient peut-être 3 étoiles aujourd'hui. Avec cette image de Zidane. Ça efface pas tout ce qu'il a fait non plus. Donc, mais ça vous avait choqué? Moi, oui. Moi, honnêtement, je ne l'ai jamais excusé. Ouais. Mais lui, c'était pas sa première en plus. Dans des matchs importants. De nouveau, c'est facile à dire ici en débattant là autour de la table, mais on doit être capable de canaliser les émotions parce que ça peut avoir des conséquences terribles. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être justement une étoile sur le maillot qui... Ouais, il avait suivi ses crampons aussi en Arabie Saoudite, contre l'Arabie Saoudite. France 98, exactement. Saoudite, ouais. Et en Coupe d'Europe, avec le maillot de la Juventus aussi, coup de tête sur un adversaire, alors qu'il y avait un duel au sol. Ouais. Bon, c'est pas un très joli exemple, mais finalement, on lui pardonne, c'est Zinedine Zidane, quoi. Ouais. Bon. Et puis bon, ça n'a pas eu d'influence sur la suite de son parcours. J'ai envie de remettre ce jingle que j'adore. On peut, pouvons-nous?
On essaye parce que c'est pas fini, hein, j'en ai d'autres Ah, encore comme ça. Ça, on Alors, va gagner le quiz. allez, jingle. Non, c'est bien. Une réponse pour Alain Romain. Jingle. Vous êtes prêts? Allez, on va enlever nos moufles, ça va bien aller. Avec ce deuxième craquage. Les faits, messieurs, se déroulent en hiver 95. À cette époque, je suis en pleine ascension outre-Manche. Je serai sanctionné par 120 heures. Éric Cantona. Éric Cantona, 120 heures de travaux d'intérêt général et une suspension en club et en équipe nationale de 7 mois. Il portait à cette époque-là le maillot de United face à Crystal Palace et c'est le fameux Kung Fu Kick. Le geste est bien équilibré, prise d'appui, tout. Parfait. Belle action, hein? Ouais, c'est vrai. Pas mal, ouais. Bon, c'était le lendemain de l'incident, l'équipe avait titré indéfendable. Là aussi, franchement, il a complètement craqué. Ça me rappelle aussi sa conférence de presse où il avait sorti une phrase à la Cantona là, sur le chalutier, Oui. avec les mouettes qui suivent et à qui on jette des sardines. C'est juste. Et en anglais avec l'accent du sud de la France. Ouais, c'est une scène incroyable dans sa carrière. Mais après, il est revenu, hein, peut-être même encore plus fort. High kick de Cantona donc contre un supporter de Crystal Palace, c'était en janvier 95. Prochaine question avec pas d'indice au bas de votre écran. Est-ce qu'on peut remettre ce jingle? Toujours pas. Oui? On se fait plaisir. Messieurs. Il fonctionne pas. Il fonctionne pas, le buzzer. Oui, on va acheter des buzzers pour le prochain quiz, c'est promis. Messieurs, vous êtes prêts dans les starting blocks? Je suis multirécidiviste dans ma spécialité. Mon club a d'ailleurs inclus une clause dans mon contrat pour m'éviter de recommencer. Mes victimes s'appellent Ivanovic, Bacal et Chiellini. Mes morceaux préférés sont l'avant-bras et l'épaule. Luis Suarez. Ah ouais, Louis Suarez. C'était presque un... Luis Suarez. Ouais, bravo Anthony, premier point pour Anthony Sautier. Luis Suarez, le cannibale serial murder. Là, c'est de l'ordre de la pathologie psychologique, non? Là, c'est grave. C'est un joueur qui a du mordant. Carton jaune. Carton jaune pour... Non, le mordant, non, c'est bien. Non. Il frétille, mais il restera dans la poche Pour pour une cette fois que vous fois-ci. faites un point, faites pas le mal. Allez, une dernière pour la route, messieurs. On s'amuse bien dans cette émission. C'est le quiz spécial craquage. Et c'est à l'un de mes supporters que je m'en suis pris. Mon geste me vaudra une exclusion avant même le coup d'envoi du match. Certains l'ont comparé à ma plus belle action Evra, de la saison. Evra. Evra, bravo, Patrice. Portugal. Evra, c'était à Guimarães. Alors que son équipe, donc l'Olympique de Marseille, s'était incliné face à Guimarães. Il aime bien aussi, lui, les arts martiaux. Il avait pris manifestement... L'équilibre aussi, pas mal. Pas mal aussi, hein. Quelle souplesse. I love this game. Absolument, c'était sa réaction après donc, cet événement de novembre 2017. Vous avez déjà assisté, Anthony, quel est votre prénom déjà? Alain. Il y a 2 Alain, ça fait trop, j'ai essayé de... un pétage de plomb sur une Non, sur une alors pelouse. ça m'est jamais arrivé. Rien du tout? Non, à vous, non, on s'en doute bien, mais vous êtes même- trop gentil. J'ai rien vu. Rien vu? Non, Pas vu, jamais. pas pris. Alain, un pétage de plomb sur une pelouse? Des cartons rouges quand même où on sent l'auteur bien énervé en tout cas, mais comme ça des high kicks, non, jamais. Messieurs, des souvenirs? Oui, Cornaredo entre un consultant d'une chaîne de télévision et un président d'un club roman de Super League. C'était une belle action, ça aussi. Ouais. Hein. Prise de volée et tout. Non. Florent, souvenir? Vous jugez aussi l'équilibre. Ouais. Non. Faudrait que je revoie les images pour ça. J'y étais pas. Hein. Non, J'ai vu au ça à la Colorado, télé non. comme tout le monde. Mais un souvenir peut-être réseaux footballistique avec un craquage Non, celui-là, complet. c'est vrai, dans les derniers, ça doit être celui-là. Ouais. C'est vrai que ça avait pas mal Moi, je me buzzé. souviens de 82, Maradona, qui avait aussi pété les plombs. Ouais, ça c'était contre Bilbao. Ouais. Mais je crois qu'il y avait eu un match juste avant où il s'était bien fait découper les tibias aussi. Ouais. Bon, puis aussi dans les tribunes, hein. Maradona, il fait aussi parler de lui, qu'il soit sur la pelouse ou Ouais. en dehors, hein, quand il était en train de Plus dormir. récemment, Xavier Marguera quand même, Ouais, dans la en tribune, tribune. Oui, d'un oui, c'est juste. président d'un club Ouais, c'est roman vrai. Aussi, de président. Super League. ouais. Du côté du Valais, c'est juste, il se passe J'y des étais, choses. j'y Hein. étais, Ouais. Et alors, c'est comment la tension après quand on retourne au vestiaire, tout ça, Oh, pour moi, se j'étais calmer, jeune, on a la j'étais pulse dans à... mon coin, je disais rien du tout, je regardais, c'est tout ça. Mais c'est aussi ça les émotions du football finalement. Ça montre quand même aussi le caractère des joueurs. Alors, on peut le dire, c'est impardonnable et tout, mais ça montre quand même une certaine personnalité.
c'est vrai qu'après toutes les images, ça fait le tour des journalistes, etc. Mais quand même, ça démontre aussi un certain caractère qui, quand il est utilisé à bon escient sur un terrain, peut être très utile à une équipe. Tout ça pour dire qu'un Seredier, pour Xamax, il est précieux, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit sur le terrain, et c'est dommage que... C'est surtout les 3 prochains matchs qui vont être durs, parce que, comme on a dit, sur un match, on pète un plomb. Par contre, les 3 matchs de suspension, ceux-là, ils risquent de faire mal. Bon, espérons, quoi qu'il en soit, qu'il retrouve ses esprits et puis que Xamax parvienne à produire tout de même du beau jeu sur ces prochaines échéances importantes. Messieurs, on va faire une courte pause. On revient après avec l'actualité du football européen. Et bien sûr, comme chaque semaine, le coupeur de citron. Vous ne touchez à rien. On revient juste après ça. Et si la promotion en Super League se jouait lors de ce duel entre Haro et Servette, revenus de nulle part dans cette Challenge League, les Argoviens s'approchent peu à peu des sommets. Mais le leader genevois ne compte pas lâcher son os au Bruglifeld. Cette partie entre Haro et Servette est à suivre vendredi dès 19h45 en direct et gratuitement sur Téléclub Zoom. Le match en direct de la Vrac.ch Challenge League avec Vrac.ch. Vite montrer à celui qui a le masque. C'est bon, j'y vais. C'est mon fils. Toi et moi, on fait une bonne équipe. Investi tout de suite. M'oblige pas à courir, hein. Bouge pas. Vous connaissez Miami? Non. Vous allez adorer. C'est vous les Français? Oui, de Belleville. Ravi de vous rencontrer. Chez nous, t'es pas un vrai flic. Toi, t'es là pour observer, ok? Est-ce que t'es dingue? Tout est faux de moi ou quoi? Donc, j'ai pas le droit d'avoir un gun, j'ai ni le droit d'interroger des témoins. Vous profitez? Qu'est-ce que je peux faire alors? Rien du tout. Vos clés de voiture. Mais non, pas une Twingo. Elle est là, ma voiture. C'est ça ta caisse? Même 2 flics à Miami, on va pas le faire en fait. Le flic de Belleville, maintenant sur Téléclub On Demand. L'hibernation, les siestes prolongées, c'est pas pour tout le monde. Et surtout pas pour les zombies de Walking Dead, en marche pour le final de la 9e saison. Ni pour Pierre Lapin, impatient de retrouver le printemps pour sa première télé. Retrouvez toutes vos stars préférées. La France que j'aime, c'est la France qui partage. Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple? Hello, bras ouverts. Merci. Merci d'accueillir-nous. Merci. Merci. Vas-y, ouvre. C'est fou d'être aussi immature. Et le meilleur du ciné. Hey, les garçons. Salut. Et pour finir de vous réveiller, préparez-vous au retour de Game of Thrones en revoyant toutes les saisons avec votre app OCS. Uniquement sur Téléclub. Vous avez ruiné cette voie. C'est belle histoire. Rien, sacré. Passionnément. Si je pouvais, je t'embrasserais. Gaston a plus travaillé en 20 minutes que depuis 6 mois. Burnout. Pardon? On est de retour en direct sur Téléclub dans Match après match, il est 19h26. Vos réactions toujours sur les réseaux sociaux, évidemment, si vous souhaitez prendre part à ce débat que nous menons ce soir en compagnie de nos invités Anthony Sautier, Alain Rochat, Florent May et Alain Rohrbach. On continue de parler un petit peu de football suisse avant de nous intéresser à la dernière semaine européenne. Comme la météo est printanière, on vous propose un petit pot-pourri de circonstances. C'est notre deuxième causerie et on va faire une première escale en Valais avec un FC Sion qui partageait l'enjeu samedi face à Saint-Gall. Sion qui n'y arrive pas à domicile. La dernière victoire à Tourbillon remonte au 1er décembre. C'était face à Lucerne. Florent May, qu'est-ce qui cloche? C'était l'année passée, ouais.
Qu'est-ce qui cloche? 2-2, c'est en tout cas le score à la mode pour la nouvelle année à Tourbillon. 2-2 contre Lugano, 2-2 contre Saint-Gall. Ça flotte derrière. Murat Yakin l'a dit en conférence de presse d'après-match contre Saint-Gall. Il bricole derrière. Il a parlé de Bamert à l'école de recrues. Idor Kulendoy qui a un milieu défensif. Kwasi qui a même joué derrière aussi. Naitske qui était malheureusement suspendu pour ce match, qui sera sûrement de retour contre Bâle. C'est la méthode bricolage. L'entraîneur lui-même le dit, on le disait. Et c'est ça qui flotte, je pense, c'est défensivement surtout que ça flottation pour l'instant. Ouais. Il y a énormément de changements, match après match. Une coche pour moi. Il change dans son 11 de base 5-6 éléments. Anthony, c'est pas un signe de confiance et de qualité. Non, nous, ça nous arrivait la saison passée. On avait quand même pas mal de blessés, donc c'est toujours délicat quand on doit changer un peu les joueurs. Bon, c'est clair qu'on est des professionnels, on doit s'adapter, mais ça va jamais être pareil que si le joueur joue à la bonne position. Les automatismes, c'est ça qui manque au FC Sion? Ou pas? Alain ou Alain? C'était un jeu de mots, pot pourri. Pot pourri? Oui, parce que le printemps, là, enfin le début de deuxième tour, il est vraiment pourri. Ah oui. Camp d'entraînement aussi long que ça, pour des résultats comme on le voit, pas forcément en termes de points, mais en termes de jouerie. Alors oui, il doit bricoler derrière, Florent, je suis d'accord, mais qu'il arrête de changer tous les week-ends 3 à 4 joueurs. Il n'est pas contraint et forcé de systématiquement changer ses milieux de terrain, il n'est pas contraint et forcé de systématiquement changer sa première ligne de défense, à savoir les joueurs offensifs. Oui, il tâtonne derrière, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des joueurs de niveau similaire qui vous posent problème parce que personne n'émerge. Il n'a pas pléthore de blessures, à part Raphaël qui a ses problèmes de pubalgie, je crois, qui l'empêche. Bon, il avait Gergitch, il y a Koukeli qui est revenu, qui est de nouveau blessé. Il y a quand même quelques blessés. Bricole, mais il a assez de joueurs. Bon, là, sur Saint-Gall, il a dû bricoler parce que Naitske, c'est peut-être un homme sur lequel il compte plus derrière, qui était suspendu. Mais pas sûr, parce que le premier match, il nous dit je le mets remplaçant parce qu'il n'avance pas. Donc, on change aussi de discours un peu chaque semaine. J'ai l'impression aussi que. On parlait beaucoup de la charnière au premier tour, la charnière centrale. Puis là, le problème commence à se déplacer aussi sur les latéraux. À se diluer sur l'ensemble de l'équipe. C'était un homme de base sur le premier tour. Morgado, il a des qualités. C'est un latéral, mais plutôt offensif. Il y a quand même 2 buts contre Lugano et contre Saint-Gall qui viennent de ce côté-là. Bon, ça ne resserre pas non plus. Je ne vais pas mettre la faute que sur Morgado, mais ça ne resserre pas non plus dans l'axe. Mais on commence même à avoir des problèmes sur les latéraux. Ouais. Est-ce qu'ils ont la tête peut-être déjà ce quart de finale de coupe de mercredi? On se dit, il met Kwasi en défense centrale, Kwasi qui sera suspendu en coupe. Il ne teste pas son équipe, finalement. Mon avis à moi, c'est qu'il n'a pas encore trouvé son 11 de base, qui vraiment, c'est vraiment du... il s'essaye à des joueurs, justement, à plusieurs positions, mais voilà, le prix à payer, c'est ce manque d'automatisme dans l'équipe. Donc, il y a, à mon avis, aussi une insatisfaction de la part de l'entraîneur parce que le fait de changer 2, 3, 4 joueurs à chaque fois, ça démontre bien. Mais Alain, on peut accepter qu'un entraîneur n'ait pas trouvé son équipe après tant de semaines de présence avec une préparation hivernale. Est-ce que le défaut, c'est pas plutôt que Murat veut systématiquement s'adapter à l'adversaire? Brouiller les pistes, c'est ça. Est-ce que finalement, c'est pas une volonté de la part de Murat Yakin de tout simplement changer à chaque fois et brouiller les cartes? Alors, ça, c'est un autre débat. C'est une autre stratégie qui peut fonctionner. Je pense personnellement que si l'entraîneur est bien, sait où il va, il n'y a pas tous ces changements, il n'y a pas toutes ces hésitations, là, effectivement, peut-être qu'il opte pour s'adapter plus à l'adversaire que de se concentrer sur sa propre. En tout cas, il n'a pas coupé son groupe, parce que pour avoir visité l'équipe, on s'attendait quand même au retour du camp en Turquie à ce qu'il y ait 5-6 joueurs qui disparaissent et qu'on s'entraîne à 23, 24, plus 3 gardiens. Là, en l'occurrence, on est plus proche des 30 joueurs. Ce qui n'est pas évident. Il y a une concurrence, certes, mais alors la concurrence, elle est limite féroce. Le groupe est trop grand pour faire du bon travail, Anthony, à 30 joueurs? Ouais, j'ai jamais évolué avec 30 joueurs dans l'équipe, mais je pense que niveau entraînement, etc., il faut trouver les exercices qu'il faut. Puis à 30, je ne sais pas si c'est trop. C'est les coachs, peut-être qu'ils préfèrent avoir beaucoup de joueurs, peut-être qu'ils préfèrent avoir 24, 25 joueurs.
Après, chaque coach... Qu'est-ce qu'on peut attendre de mercredi soir, Florent May? C'est contre Bâle. On a vu la polémique qu'il y a eu avec le penalty le week-end dernier de championnat. La VAR sera en test, elle ne sera pas vraiment utilisée. On s'attend à quelque chose d'un peu piquant. En Valais, on s'attend en tout cas à passer en demi-finale, ça c'est sûr. C'est un match qui a été coché dès le tirage au sort. On veut passer en demi-finale. La coupe, c'est la compétition du président en Valais, même s'il y a un peu de la magie de la coupe qui s'est perdue à Genève face à ce même FC Bâle pour la 14e. Bon, vous n'avez pas marre de vivre que pour la coupe. Le 13 sur 13, il est fait, le drapeau, il est plein, mais passez à autre chose, visez le championnat, non? Ouais, mais quand on voit l'équipe aujourd'hui, avec la forme en championnat, on se dit que ce match-là, il est encore plus important, mais justement, capital pour aller plus loin. Si on devait ne pas passer mercredi, ce serait un échec de toute la saison. Vous pensez qu'il y aurait du remue-ménage? Ça va casser une dynamique, clairement, ouais. Je pense, ouais. Remue-ménage en Valais si ça passe pas mercredi, Alain? Oui, ils affectionnent tellement cette compétition, mais après, il ne faut pas tout jouer sur ce match-là. Il y a encore des... Enfin, moi, je préférais les voir un petit peu moins saignants en Coupe de Suisse et puis plus réguliers en championnat. Aller chercher cette 3e place, ce contingent a le potentiel pour aller chercher... Il y a des qualités individuelles, mais on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire une sauce collective. Mais qu'on ne prenne pas la coupe comme excuse. Parce que le sentiment que nous laisse le FC Sion depuis la reprise, c'est plus le fait que les joueurs se valent, je ne sais pas quel système adopter, je ne sais pas qui mettre. Peut-être ce week-end, il a fait 1-2 essais en vue de mercredi, mais je ne pense pas qu'on pense à ce match de coupe depuis la reprise. Oui, Mourad ne l'a pas gagné. Ça, à titre personnel, on le sait, c'est quelque chose qu'il a dit en arrivant. Exactement. Je veux gagner la coupe en tant qu'entraîneur, je veux la gagner à Sion. D'entrée, il y a eu ce discours avec Mourad Yakin. Bon, mercredi soir, c'est la prochaine grosse échéance du FC Sion. Ce sera devant son public à Tourbillon face au FC Bâle. Toujours en Super League, je vous propose à présent de revoir, messieurs, un but inscrit en toute fin de match par Young Boys. C'était au Cornaredo face à Lugano hier. C'est le à qui la faute. Alors ça se passe sur une action de rupture, c'est l'accélération de Garcia et puis finalement Jean-Pierre Nsamé qui va pouvoir marquer et délivrer les siens alors qu'il avait manqué un penalty en première période. Lugano qui va réclamer ici une faute de Chic sur Gernt dans la surface. Quid pour vous? Lugano qui avait bien tenu, qui s'était montré solide, compact, qui avait tenu bon face aux champions. Il l'avait tenu en échec jusqu'en toute fin de match. J'aimerais une réaction. Selon vous, à qui la faute pour ce but en fin de match? Moi, je dirais que c'est la faute à pas de chance pour Lugano et la faute à la réussite d'Ibé, la réussite du spirale positive. Champion. Parce que ça va à 2000 à l'heure, le contre. Il y a le ballon qui rebondit mal, il y a ce cafouillage dans les 16. J'ai vu 4 ou 5 Luganais dans les 16 mètres, donc à la suite d'un corner. Lugano, ils voulaient gagner ce match, ça se voyait, ils sont allés... Et justement, ils sont à 2 pour défendre sur cette rupture. Voilà, mais après, ça revient tellement vite. Moi, je trouve que... Volontiers. On demande à revoir le but si on arrive à repasser cette séquence pour qu'on regarde bien. C'est vraiment la réussite du champion, ou même si on est un peu moins bon... Moi, mon avis, c'est là. Regardez, d'après là, numéro 30. Il doit faire faute à ce moment-là, quand il rattrape le joueur. Là, il n'a plus le ballon. Il était en plus en bout de course, fatigué. Au début, moi, je me suis posé la même question. Au début, la faute sur Nsamé, non, parce que le ballon, il arrive sur Ebicher. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Là aussi, on peut dire, voilà, là, il peut dégager le ballon, mais il vient de faire un sprint de 60 mètres. Le terrain lui rebondit juste devant. Vraiment, c'est les circonstances qui font que... Alain Rocha fait pas la faute au milieu. D'après là, tu prends pas le joueur, tu le... Bon, d'après là, il avait déjà... pas, je pense. Non, d'après là, il aurait dû déjà avant ça avoir un penalty pour IB, pour une faute de d'après là sur Assalé, penalty qui n'avait pas été sifflé. J'aimerais avoir encore votre avis, Anthony? Non, mais on voit en plus que, comme a dit Alain, c'est... La chance du futur champion, je crois que c'est Chic qui manque. Enfin là, c'est le gardien qui fait un très bel arrêt, mais après je connais bien Jean-Pierre, c'est un renard des surfaces. Donc, Ouais, mais le ballon il arrive directement dans ses pieds. Enfin, normalement, tu peux dire. Surtout qu'il était poisseux ce soir-là. Une équipe qui joue la relégation, le gardien il fait un arrêt miracle, puis elle part en touche. C'est ça la chance. Exact. Mais c'est vrai que ça va à une vitesse. On se rend pas compte. C'est la supériorité. Ça s'appelle la supériorité. IB est supérieur à tout le monde. Sur ce match-là, on peut dire oui, ils ont eu de la chance, ils ne s'étaient pas mérités, mais sur l'ensemble du championnat,
IB est au-dessus de tout le monde. Et ça se traduit par des situations où IB marque des buts. Je cite un grand consultant de Téléclub, c'est la chatte à IB. Voilà, très joli. En tout cas, il y en a un qui n'était pas content du tout après cette défaite frustrante, c'est évidemment Fabio Celestini. On écoute sa réaction au micro de Nicolas Emenecre après cette rencontre. Fabio Celestini, avez-vous déjà pris le temps de revoir les images de la 94e minute? Pas besoin. Je les ai vues depuis le terrain. Je suis à... Ça fait combien? 50 quelques mètres, plus encore 5 ou 6, ça fait... Ouais. 60, je suis à 60 mètres, je le vois. Pas besoin d'aller revoir les images. Je les ai revues. Et votre avis? 100% faute sur Alex Guérin. Est-ce que c'est le seul reproche, la seule chose que vous avez vue sur cette action? On a eu le sentiment que 2 joueurs qui restaient en défense, c'était un peu peu. Ouais, mais avec un attaquant aussi. On en doit en mettre combien? 4. C'est corner. Pour nous, on a failli marquer sur le corner. Donc effectivement, on aurait pu mettre 8 joueurs derrière et jouer le corner à 2 et puis tirer le ballon dehors pour faire en sorte que quelques secondes se passaient. On a envie de gagner le match, on est là pour gagner les matchs, on n'est pas là pour jeter les ballons dehors. Et du reste, sur l'action du corner, le ballon est resté là, on a failli faire but. Fabio Celestini qui était colère. Enfin non, Fabio Celestini qui était Fabio Celestini, mais qui était colère après ce match, mais qui s'est ravisé quand même après. Il disait qu'il y a 100% faute. Et vous allez voir qu'en conférence de presse, il s'était un petit peu calmé. Et il a fait cette déclaration qu'on a trouvée sur le site internet de Lugano. Je ne sais pas s'il y avait faute ou pas sur les joueurs, mais pour une fois, l'arbitre aurait pu se tromper aussi en notre faveur. Il a eu le temps de se calmer, de respirer un petit peu. On voit pas bien avec les images là, mais... Non. De loin, je pense. Mais à 60 mètres, si nous, on ne voit pas bien avec les images ici, à 60 mètres, ils ne voyaient pas très bien non plus. Quand à chaud après le match et que tu viens de perdre le match, c'est clair que... C'est frustrant. Ouais, c'est normal et c'est frustrant, évidemment, parce que son équipe avait vraiment été solide. C'était M. Berry, l'arbitre? C'était M. Ah, d'accord. Oui. Personne n'en parle. Allez, on va passer à la suite avec un petit peu de Challenge League à présent. Anthony, après une défaite à Chiasso et ce match nul contre Ville, vous avez de nouveau gagné sur la pelouse de Kriens. On peut dire quoi? C'est un petit cafouillage de début d'année, ces 2 matchs? Non, non. Ouais, on peut le dire, mais voilà, on a commencé bien par une victoire face à Vaduz à la maison. C'était un match de reprise, c'est clair, pas tout était parfait. Ensuite, on perd à Chiasso. Faute de parcours, c'était très difficile. Le terrain est... Bon, après, je donne pas des excuses, mais voilà. Non, mais on sait que la pelouse de Chiasso, c'est pas facile à jouer. Non, et Chiasso a joué son jeu, quoi. Et voilà, ils ont gagné, ils ont mérité leur victoire. Il fallait bien se reprendre à la maison contre Ville. On n'a pas réussi à le faire. On a bien joué, on n'a pas réussi à marquer. Donc on allait à Kriens un peu voilà, en mode guerrier, en mode voilà, maintenant on est Servette, on va montrer de quoi on est capable. Et voilà, ça nous a souri 3-0, donc c'est très bien. Et pendant ce temps-là, vous l'avez vu au début des images avec le Lausanne Sport qui perdait des plumes accrochées par le FC Ville. On se souvient que l'année dernière, à cette même période, un certain Christian Bingli parlait de quelques orteils en Super League. Vous en pensez quoi, messieurs, à cette période-là de l'année? C'est trop tôt? Ouais. C'est beaucoup trop tôt. Ouais. Il y a 6 points. 2 confrontations directes. Haro qui commence à jouer les troubles fêtes là au milieu. Servette se déplace à Haro vendredi. Bah, ce sera déjà une partie de la réponse. Mais là, je crois que plus que jamais, Anthony peut nous faire le coup du il reste 14 journées. Ouais, non, c'est beau. Comme vous l'avez dit, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, on a 6 points, c'est très bien pour le moment. On va revendredi. Mais quand même, quand on voit le fond de jeu, messieurs, au-delà de ces 6 petits points, c'est clair, c'est rien du tout quand il reste 14 journées à jouer. Mais quand on voit le fond de jeu de Servette, je ne sais pas, Florent, mais si vous suivez la Challenge League, et celui de Lausanne, il y a quand même une différence. La différence, j'en parlais avec Anthony avant l'émission, c'est que c'est stable à Servette. Il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à la saison passée. Alain Geiger, on lui a donné les clés du camion, il a pu travailler, ça fonctionne. À Lausanne, il y a eu quand même beaucoup de changements. Il y a des joueurs qui sont partis, je pense à Kololi, à Zurich. Bon, est-ce qu'il pouvait rester? Ça, c'est un autre débat. Zekiri, qui était un joueur talentueux, qui s'est un peu perdu, qui est plus là. Zekiri est blessé actuellement. Si on regarde vraiment le fond de jeu, plus les 6 points Servette qui regarde dans le rétroviseur, moi je mettrais plutôt une pièce sur Servette aujourd'hui. On recevait encore une fois hier Christian Bingli sur ce plateau. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait du jeu actuel du Lausanne Sport. C'est intéressant de réécouter sa réponse. Surtout regarder aussi les derniers matchs de Lausanne, et je trouve que c'est rien. C'est plat. Des fois, on aurait presque dit que c'était de la promotion en Ligue. Je suis désolé de dire ça pour mes copains lausannois, mais le jeu qui montre, s'ils veulent aller un peu tatiller le haut du classement encore, il faudra qu'ils fassent attention, parce que moi j'ai peur d'Haro qui va arriver. Je sens Haro venir.
J'ai mieux affronté Lausanne qu'Aro, je vous le dis déjà, franchement. Le jeu, c'est de la Promotion League, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Non, non. Sans filtre. Ouais, je suis obligée de vous demander, Alain, vous en pensez quoi du jeu de Lausanne? C'est de la Promotion League, quand même pas? Non, enfin voilà, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Chacun aura son avis. Mais moi, je pense effectivement que par rapport aux ambitions du club, on ne sent pas la maîtrise. J'aime bien prendre toujours les 2 dernières années, que ce soit Zurich ou Xamax, dans le championnat, où vraiment on sentait une équipe solide, qui maîtrisait vraiment les autres, qui faisait les bons résultats au bon moment et qui a fait pratiquement cavalier seul tout le championnat. Là, on a quand même, on a Servette qui propose ce jeu, mais on ne les attendait pas aussi haut. Donc, est-ce que ça ne va pas les rattraper, justement, ce côté de dire « Ah ben, c'est possible, on est en train de le faire. Est-ce qu'ils vont avoir les épaules ?» C'était peut-être pas forcément, je ne dis pas qu'ils ne voulaient pas monter, mais c'était peut-être pas forcément l'équipe qu'on attendait. Donc, mais c'est clair, pour en revenir à Lausanne, le fond de jeu proposé est insuffisant pour pouvoir prétendre à mieux en ce moment. Et je trouve que du fait que le championnat est très serré, ils s'en sortent encore assez bien. Parce que normalement, 10 ou 11 matchs nuls sur la saison, c'est 20 points que tu perds. Et si tu as une équipe justement qui est archi-dominante, t'es largué et tu peux déjà préparer la saison suivante. Et le président Bingli le dit, il préfère encore Lausanne que Haro qui revient derrière fort. Prochain adversaire du Servette FC. Ils ont perdu quand même. Hein. Ouais. Première défaite depuis la dernière, c'était contre vous. Je crois ça remonte à une dizaine, 11 journées, je crois même. C'est le prochain gros test pour Servette. Bien sûr, c'est un gros test. Bon, Haro, chaque année, on sait que c'est un candidat quand même à la promotion, même s'ils ont eu un premier tour très très compliqué. Voilà, maintenant, ils reviennent bien, ils ont de très bons joueurs, donc ce sera un déplacement compliqué vendredi. Mais Elodie, juste pour les propos de février, il faut s'en méfier, parce que les barrages, c'est en mai, 6 points. Effectivement, même si Servette, moi aussi je mettrais plus une petite pièce sur Servette aujourd'hui, les choses peuvent vite basculer. Bien sûr, et c'est tant mieux. Qu'en début de championnat, il y a les confrontations directes aussi. Les tendances étaient inversées, Lausanne n'a pas su capitaliser, ça peut vite Mais c'est tant mieux pour le piment. Tout est ouvert, et moi, le beau jeu, ça m'inquiète pas, parce que sinon Mourinho, il n'aurait pas un palmarès aussi étoffé si on donnait les trophées à ceux qui jouaient le mieux en lien avec le beau jeu. Je voudrais vous montrer encore le but, encore une fois, du Lausanne Sport contre Ville, c'est sur penalty. C'est la Panenka de Maxime Dominguez. Kololi l'avait allumé, l'avait un petit peu chambré sur les réseaux sociaux pour lui dire de faire la même chose alors qu'il l'avait fait contre Naples. Quand on est dans une situation comme ça, il était entré en jeu 1 minute avant. C'est pas un peu dangereux, c'est pas un peu gonflé quand même d'essayer la Panenka quand on est dans une situation pareille? C'est toujours le même débat, mais moi, il l'a mise au fond. Donc, il y a 2 capitaines. Qu'est-ce qu'ils pensent, les capitaines? Moi, c'est intéressant, ça. Pour revenir à la Panenka, je trouve pas que ce soit... ça a changé un peu. C'est devenu une manière où le gardien part tellement vite, est tellement en train d'étudier le joueur que c'est une manière plutôt pour surprendre. On a encore cette image, parce que c'est vrai que c'est un petit geste maîtrisé, on a un peu encore cette image d'arrogance dans le geste, mais déjà c'est une preuve quand même un peu de culot. Et puis, quand elle est bien exécutée, c'est très efficace parce que le gardien, il part d'un côté ou de l'autre. C'est comme le petit ballon que tu frappes sous la barre transversale. Tu prends des risques parce que peut-être que tu vas la mettre trop haut. Mais c'est rare que le gardien reste comme ça. Donc, voilà, moi, c'est culotté, ça c'est vrai. Et puis, mais je pense que ça devient quand même une manière de tirer qui surprend. Et par contre, on a l'air bête quand on la rate. C'est ça, surtout compte tenu ils avaient fait un peu mousser le truc, hein, Kololi, Dominguez sur les réseaux sociaux, en se chambrant un petit peu, en se défiant un petit peu. S'il l'avait raté, ça l'aurait pas fait. Le gardien de Ville n'est pas sur les réseaux sociaux. Il comprend pas le français. Si, pourtant, il est francophone. En plus, peut-être que les gardiens vont commencer à parier sur les tireurs à Panenka, parce qu'on connaît maintenant les petits papiers avant les séances de pénalty. Bon, là, c'est en cours de match, mais il y aura peut-être un renversement. Le gardien va aussi avoir ses coches sur les tireurs. Mais là, Anthony, typé Panenka. Ça. Ouais, c'est ça. C'est un tout autre discours qu'on a maintenant aujourd'hui. Bon, les paris, c'est pas nouveau. Hein. Les paris, il y en a toujours. Non, c'est comme l'attaquant qui arrive, qui a une possibilité sur le côté, qui tire.
s'il la met au fond, personne ne va rien dire, parce que voilà, il a pris ses responsabilités. Par contre, s'il rate, il sait qu'il va avoir toute l'équipe sur le dos. Mais s'il s'est exposé, encore une fois, Alain, sur les réseaux sociaux, c'est encore, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un autre débat qui fait que ça donne du grain à moudre à tous les contradicteurs. Je suis allergique aux réseaux sociaux, donc je trouve que ça ne va pas. Ça sert à rien de vous chercher, on vous y trouve pas. Moi, je parle simplement du... Mais des génies ou des grands malades, c'est plutôt des culottés. Moi, je trouve. C'est ça. Personnellement, je trouve pour répondre à la question. Des culottés. Après, c'est sûr que si tu fais un geste comme ça, Kololi, si après tu perds 3-0, tu fais une panenka, aller se vanter d'avoir fait une panenka en coupe. Ça fait le buzz quand même. Il a plus de followers que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas de profil. Je serais plus à critiquer ce genre d'attitude plutôt que le fait d'avoir tenté le geste technique. Absolument. Bon, on va continuer à en parler des réseaux sociaux puisque c'est pas seulement en Suisse, hein, c'est aussi en Europe. On va partir sur cette troisième causerie après avoir clos ce sujet consacré au foot suisse. Et donc, à propos de réseaux sociaux, vous réagissez toujours, puisqu'on est en live. Il est 19h47. Voilà pour le petit pointage de l'heure qu'il est. On va revenir tout à l'heure sur la Ligue des Champions. Mais avant ça, je voudrais vous entendre, messieurs, au sujet de l'indice UEFA de la Suisse qui chute. Hein. C'est un petit peu catastrophique après la fin de l'aventure européenne de Zurich, sortie par Naples. Le football suisse pointe désormais au 16e rang. Mais on ne peut pas vraiment fustiger Zurich, Alain. Non, c'est bien fait pour l'ensemble des chefs-d'œuvre réalisés par nos clubs qui luttent 36 matchs pour se gargariser d'arriver en Coupe d'Europe. On commence d'ailleurs plus tôt pour être prêt, hein, on s'en souvient quand même. La conséquence, elle est quand même tragique parce qu'actuellement, on est sûr d'avoir 2 clubs en Europe, en phase de groupe. Le vainqueur de la Coupe est automatiquement qualifié pour l'Europa League. Le champion suisse, s'il échoue en barrage de play-off, si IB avait perdu contre Dynamo Zagreb, au moins était reversé en Europa League. À partir de 2020, plus de qualification directe pour la phase de groupe de l'Europa League et le champion va devoir passer 3 tours. S'il échoue au premier tour, c'est terminé, pas un seul club suisse en Coupe d'Europe. Donc on n'aura plus que 4 représentants. Plus que 4. Et puis, voilà, on va pas faire le passé, mais les éliminations contre les Lituaniens du FC Sion, Young Boys qui ne jouent pas le jeu en Europa League contre des équipes abordables, Bâle contre Limassol cette année. Saint-Gall, Lucerne. Il y en a des exemples. Et puis l'indice est calculé sur 5 ans. Donc on n'a pas fini de manger notre pain noir parce qu'on a aussi des bons résultats qui vont sortir les années à venir. Et ça s'annonce très, très, très mauvais pour le foot suisse au niveau européen. Ah, c'est pas des bonnes nouvelles, hein? Je crois que le tableau, il est clair. Fallait y penser avant, en fait. C'est plus alarmant, ça y est, c'est presque catastrophique, cette situation. Mais les entraîneurs qui se retrouvent sur le banc d'équipes engagées sur la scène européenne, quand on arrive avec des matchs en juillet, etc., et qui ne jouent pas le jeu, franchement, comment est-ce que ça s'explique? C'est pas professionnel. Mais est-ce qu'ils ne jouent pas le jeu? Ça, c'est déjà un débat à avoir. Bon, on l'avait vu après, quand... Peut-être qu'il y a une question de niveau à se poser aussi. Après, sur l'approche, il y a eu ce débat aussi en France où les clubs de Ligue 1 prenaient l'Europa League aussi un peu par-dessus. Maintenant, Rennes, apparemment, qui était un de ces clubs qui n'allait pas très loin, a prouvé le contraire en éliminant Betis Séville. Mais ce débat, on est en train de l'avoir chez nous. Sauf que la force du football suisse, aujourd'hui, ce n'est pas la force de la Ligue 1. On est un petit peu mal barré, hein, effectivement. Ce qui manque, c'est gratter 1-2 tours de plus. Saint-Gall contre les Norvégiens, Sion contre les Lituaniens, tu grattes 1-2 tours de plus. Puis après, à un moment donné, Lucerne se fait sortir par l'Olympiakos. OK, là, on peut l'accepter. Mais c'est ces premiers tours qui nous manquent aujourd'hui. Alors, Zurich, oui, a joué le jeu. Mais Zurich a un derby le week-end et joue Larnaca à domicile. Et là, on fait 4-5 changements et on perd aussi à domicile contre l'Arnaca. Et aujourd'hui, il nous manque un demi-point, 1 point pour être devant le Danemark et garder la situation. Moi je pense qu'on sous-estime aussi les autres équipes. On a tendance un peu à croire que justement les équipes scandinaves ou certaines équipes de l'Est sont faibles. C'est plus du tout le cas. Ils ont un développement aussi. Ils arrivent, ils jouent, parce que dans leur championnat où il y a justement que 2-3 équipes qui peuvent rivaliser avec le reste de l'Europe, ils ont cette expérience, comme Bâle a eu, comme IB maintenant, à régulièrement jouer ces Coupes d'Europe, la Ligue des Champions de temps en temps. Les Roumains, les Tchèques, c'est des équipes qui sont devenues vraiment très difficiles à battre. Pas ridicule du tout. Et dans ces matchs de barrage, alors c'est vrai que l'idéal, ce serait d'avoir ces places qualificatives directement.
on n'en est pas encore là. Mais tant qu'on doit passer par ces barrages, il y a une chance, c'est du 50-50 pour l'élimination. Ce sera compliqué effectivement dans les prochaines années pour la Suisse sur la scène européenne dont on va parler, puisque le coupeur de citron les a suivis, ces matchs de 8e de finale. On le découvre, son bilan, ce qu'il en a retenu. Hey! Cette semaine, il y a eu du bon et du moins bon dans le milieu du ballon rond. On s'est régalé mardi soir en Champions League avec 2 matchs passionnants. L'Olympique Lyonnais contre le FC Barcelone, il y a eu 7 tirs cadrés de tout le match pour un score final de 0-0. Et Liverpool contre le Bayern Munich. 2 tirs cadrés de tout le match pour un score final de 0-0. Un régal. Alors je pense aux pauvres supporters qui ont dû payer leur billet une fortune et qui ont dû faire le déplacement. La frustration. C'est comme si tu te payais une Ferrari et qu'au final elle était plombée à 40 km/h. Mercredi, c'était déjà beaucoup plus intéressant. Manchester City a gagné 3-2 contre Schalke alors qu'ils étaient menés 2-1 et ils jouaient à 10 suite à l'expulsion d'Otamendi. Alors là, pour les supporters de Schalke, c'est comme si tu recevais une Ferrari mais que tu l'envoyais directement droit dans un arbre. L'autre match, c'était l'Atlético Madrid contre la Juventus de Turin. Il y avait 0-0 quand tout à coup, Cristiano Ronaldo a senti le vent tourner. Il a indiqué que la Juve allait se prendre 2 goals en 5 minutes. La preuve en images. Après ce match, il y a une autre image qui a fait polémique, c'est la célébration de Diego Simeone après l'ouverture du score de son équipe. Pour se défendre, le coach de l'Atlético a dit qu'il avait fait ça avec le cœur. Donc lui, son cœur, il est là. En fait, ça doit vraiment pas être pratique pour pisser. Et la triste nouvelle. Plus aucun club suisse sur la scène européenne. Et non, le FC Zurich n'a pas réussi l'exploit à Naples. Bah nous, les supporters suisses, on rêve d'avoir une Ferrari et au final, on n'a qu'une 2 chevaux. Bon, rien à dire effectivement sur la soirée de mardi. Je pense qu'on est tous d'accord. Ennui mortel. Par contre... Ce concessionnaire automobile. Ouais, je pense qu'on a tous eu les mêmes sentiments sur cette soirée-là, sur l'emplacement du cœur de Simeone, toujours très élégant. Et puis cette soirée de mercredi, je voudrais revenir sur ce match entre l'Atlético et la Juve, un match sous haute pression, avec un Ronaldo qui est resté muet, et puis un Atlético qui est tout le temps allé comme des nuées de mouches autour de l'arbitre pour mettre la pression. Un arbitre allemand qui a bien résisté finalement, parce que les Espagnols ils sont habitués à faire ça. Comment avez-vous trouvé sa gestion du match? J'ai regardé la première mi-temps, après j'avais quelque chose, malheureusement, je peux pas vous dire. Mais c'est pas grave, vous avez le droit d'avoir une vie privée, vous savez. Déjà la première action, là, pour moi, il peut siffler penalty, parce que c'est ce que je me dis toujours, est-ce que cette faute au milieu de terrain, il la siffle? Après, voilà, il n'a pas sifflé, mais on voit tous les joueurs arriver. On sait, voilà, Diego Costa, voilà, on le connaît, voilà, il a pris un jaune, mais... Agressif, normal. Très agressif, et on l'a vu, il était à 2 doigts de péter les plombs, mais je pense qu'il a l'habitude d'être comme ça. À chaque fois, vous voyez, tout le monde court vers l'arbitre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manière de faire? Finalement, ils voulaient quand même sortir un petit peu la Juve de leur match, et ils y sont parvenus, non? Oui, dans tous les compartiments. Je veux dire, même sur le terrain, au niveau de l'engagement, donc c'était pas seulement de la provocation ou quoi que ce soit, c'était vraiment... Moi, ils m'ont vraiment impressionné. Et pour en revenir à l'arbitre, quand même, j'ai trouvé qu'il avait tenu son match parce que c'est... Il faut avoir de l'autorité, Heureusement qu'il y a dans le championnat. Moi, j'étais en Italie, puisque le lendemain, il y avait Naples-Zurich. Du coup, j'ai eu la chance de suivre ce match sur une chaîne italienne. Et en fait, on n'a ni parlé de l'arbitre, ni parlé de l'attitude de l'Atlético de Madrid, parce qu'on savait qu'ils allaient être comme ça à domicile. La grosse déception, c'est justement le match de la Juve, les hommes forts de la Juve qui n'ont pas répondu présent. Forcément, Ronaldo montré en premier lieu, Dybala transparent. Et puis finalement, le match à distance entre Godin Jiménez et Chiellini Bonucci. Je peux vous dire que les médias italiens ne sont pas très optimistes pour le match retour, et ce serait une baffe monumentale pour la Juventus que de sortir au stade des 8e. Absolument, compte tenu de tout ce qui a été mis en œuvre, du mercato, de Ronaldo notamment. Bon, c'est intéressant pour le match retour du 12 mars. Ouais, autant sur la première phase de la Ligue des Champions, la Juve, je les cochais comme les grands favoris de cette saison, et puis là, l'Atlético renverse la vapeur.
C'est un match manqué, mais quand on est en élimination directe, ça se pardonne plus. 2-0. Ils ont vraiment été étouffés. Enfin, ils n'ont pas pu s'exprimer comme ils le font d'habitude. Et ça, il faut donner le crédit simplement à l'Atlético parce que... Qui a pris l'ascendant physiquement, mais aussi d'une certaine manière psychologiquement. Finalement, la pression qui est mise là sur l'arbitre, messieurs, on voit ça que dans le football professionnel, on n'imagine pas un joueur de tennis qui va grimper sur la chaise de l'arbitre pour aller lui mettre la pression. Le producteur ne met pas la pression au niveau du timing aujourd'hui. Si, on est tous sous pression. Mais heureusement là que dans ce match, je dis c'est un arbitre de grand championnat et pas un arbitre du championnat 10, 12e à l'UEFA, parce qu'il a l'habitude aussi de cette pression à Bayern, à Dortmund. Bien sûr, bien sûr. Un mot peut-être encore sur la VAR, ça vous a emmerdé de suivre les matchs de Champions League avec la VAR? Voilà, pour moi, ouais, c'est important, mais voilà, ça enlève un peu les erreurs des arbitres. Voilà, on est humain. Le juge de ligne, il ne voit pas un centimètre de... Voilà. Ça a bien fonctionné quand même. Ça fonctionne bien. Ça va changer les mentalités. C'est un peu ça qui est dangereux. Les joueurs, systématiquement, comme au mondial, vont commencer à faire ce geste. Il va falloir s'y habituer. Je pense que c'est ça. C'est là où il faudra changer dans la mentalité. Il faudra avertir les réclamations. Il faudra éviter tout ce pressing sur l'arbitre. Alain Rochat, vous qui aimez bien vous exprimer au sujet de la VAR. Bon, parfait, voilà. C'est la fin de cette partie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Anthony Sautier. Bonne suite de saison. On espère vous retrouver prochainement sur le plateau de Téléclub et puis sur le terrain, évidemment, avant tout. Florent Maine, merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine, Léa Alain. Merci. Alain. À bientôt. Merci Léa Alain. Merci à l'équipe technique et à l'ensemble de la rédaction. Cette émission a été produite par Daniel Romano. Il n'a pas mis de pression. C'est toujours un plaisir de l'avoir dans l'oreille. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une belle soirée, une excellente semaine. Le football revient bien sûr avec les championnats suisses les vendredis sur Téléclub. On vous embrasse et match après match revient lundi prochain. Salut, merci.